On se retrouve pour l'épisode 3 de mon exploration des grands classiques de la science-fiction. Je suis toujours en quête de trésors tels que Dune de Frank Herbert. Vu que le bilan était assez mitigé dans les épisodes précédents, d'ailleurs je vous invite à aller les regarder si ce n'est pas déjà fait, je me suis dit qu'il fallait sortir l'artillerie lourde, du bon gros classique, du pilier de la science-fiction, et notamment celui que vous m'avez le plus recommandé en commentaire, Hyperion de Dan Simmons. C'est donc le moment de voir si ces chefs-d'œuvre de la science-fiction ont été à la hauteur de leur réputation et s'ils ont réussi à conquérir mon cœur de lectrice. Parce que au fond, c'est aussi ça l'enjeu. Si cette vidéo vous plaît et que vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Merci. Et c'est parti. On commence chez les ricains avec un auteur qui est revenu à de nombreuses reprises en commentaire, Robert Silverberg, et j'ai choisi de lire L'homme dans le labyrinthe. Dans ce livre, l'humanité est menacée, et sa seule porte de salut semble être un homme au terrifiant pouvoir, Muller, qui vit reclus dans un labyrinthe piégé sur une autre planète. Une équipe d'hommes vaillants va donc essayer de le débusquer et de le convaincre de revenir sauver les humains, alors même que ceux-ci étaient la cause de son exil. Vous aurez peut-être reconnu en partie dans l'intrigue une réécriture du mythe de Philoctète, qui était un compagnon d'Hercule, et qui, sur la route de Troie, s'est blessé et a été abandonné par les Grecs parce que sa blessure puait. Voilà. C'était insoutenable et donc ils l'ont abandonné. Il est donc laissé pendant 10 ans sur l'île de Lemnos, livré à la souffrance et à la solitude. Merci les mecs. Mais ce qui va changer la donne, c'est qu'il a avec lui les flèches d'Hercule, que Ulysse convoite pour prendre Troie, et donc il va aller sur l'île et essayer de convaincre Philoctète de les lui donner. Vous voyez entre les deux intrigues déjà les jeux de réécriture du mythe en version SF. Pendant un moment, je me demandais si l'essence du livre, ça allait être pour les personnages de réussir à traverser le labyrinthe qui est piégé, et à embarquer Muller qui se trouve en son centre. Mais non, et heureusement, Robert Silverberg a réussi à puiser dans l'essence du mythe. Le cœur du roman, c'est l'échange, les dialogues qu'il y a entre Muller et un autre personnage qui essaie de le convaincre et de le persuader de revenir, de repartir avec eux. Donc on a à la fois beaucoup de dialogues, d'argumentation, et en même temps, on voit ce qui se joue dans Muller, ce tiraillement qui le déchire. En fait, le roman interroge ce que tout homme doit à l'humanité. Qu'est-ce que le devoir? Peut-on rester insensible au sort de ses congénères? Doit-on quelque chose à ceux qui nous ressemblent même s'ils nous ont rejetés? Peut-on rompre avec les siens? C'est clairement le meilleur moment du livre, c'est sa raison d'être. Et limite, je me dis que ça aurait sûrement été encore mieux en pièce de théâtre, parce que ça aurait réduit l'intrigue à ces échanges entre les personnages, et ça aurait été d'autant plus percutant. Donc dans ce livre, on a un questionnement sur ce qui fait notre rapport à l'humanité, dans ce qui pourrait être le cadre et les péripéties d'un film d'action. On a un dilemme existentiel et des scènes boum boum avec des personnages de militaires à gros bras qui n'ont rien à envier à ceux d'Avatar ou de Aliens. Et en soi, c'est assez sympa, il y a quelque chose qui fonctionne. Mais à cela se rajoutent des flashbacks, allez savoir pourquoi, peu éclairants sur le passé de Muller, tous ponctués du cliché absolument ridicule et lourdingue, parce qu'il revient constamment, de l'homme viril et courageux qui a bien besoin d'être acclamé et de tirer son coup après tous ses efforts. C'est absolument épouvantable, c'est kitschissime, ça crée un lien entre les rêves et les exploits de l'homme, et puis l'acte sexuel avec la femme comme réceptacle à la fois de l'ambition et du succès du héros. Et ça donne des passages à mourir de rire. Je vais vous en lire un qui résume un petit peu tout ça, même s'il y en avait des bien pires et plus rigolos, mais je trouve que celui-là, quand même, il donne le ton, quoi. Il faisait nuit à présent. Il emprunta le pont situé en face de l'immeuble. Dans 1 heure, il serait en train de dîner avec quelqu'un de chaud, et de doux, et de tendre. Elle considérait comme un grand honneur d'être la maîtresse du célèbre X. Elle écoutait bien, le cajolant pour qu'il lui raconte l'histoire de ces hommes capables d'affronter de tels risques, ou qu'il lui parle de ses rêves et de tous les combats qui restaient à mener. Elle était aussi une délicieuse compagne de lit. Il s'arrêta sur le pont et leva la tête pour regarder les étoiles. Et c'est bien dommage parce que sinon le roman est plutôt chouette. Donc c'est une bonne histoire dont le côté musclé est divertissant, ça sent la testostérone pour le meilleur et pour le pire, mais le cœur du livre est ce qui fait sa grande qualité, et à ce titre-là, on comprend que ça ait pu marquer des générations. On enchaîne avec le seul livre non américain de cette sélection, et c'était une expérience. Il s'agit de Solaris de Stanislas Lem. Dans ce roman, un homme est envoyé sur un vaisseau spatial autour de la planète Solaris,
dont l'une des caractéristiques principales est son océan colossal qui semble vivant. Il y découvre les membres restants de l'équipage en proie à un état psychique perturbé. J'ai d'abord beaucoup aimé le côté huis clos, oppressant, avec des personnages bizarres qui ont l'air de pas aller bien, des phénomènes mystérieux qui se produisent. Puis l'intrigue se concentre sur le drame existentiel et conjugal du personnage principal. Et là, je dois bien avouer que ça m'a un peu lassée. Alors je comprends complètement que ça ait pu marquer des lecteurs, parce qu'il y a quelque chose de troublant dans cette introspection dans laquelle sont plongés les personnages, on les sent face à quelque chose qui les dépasse et en proie à un doute vertigineux. Et j'ai bien perçu tout ça, mais au fond ce ne sont pas des questions qui m'ont parlé. Et je ne sais pas si ça tient à la manière dont le livre les met en scène, mais voilà, ça m'a pas travaillé intellectuellement ni touché émotionnellement, et donc ça a rendu la lecture assez vite longuette, et j'avais envie que ça se termine. Je pense qu'en fait, c'est simplement pas la science-fiction que j'aime, et même si je vois sa qualité qui est manifeste, au fond, ça ne m'atteint pas et il se passe rien entre ce livre et moi. Donc je saurais pas tellement mieux mettre les mots sur cette expérience ratée, mais c'est clair que ça l'a pas fait, quoi. On enchaîne avec un ponte de la science-fiction américaine et mondiale, hein, un homme que l'on ne présente plus. Il s'agit de Philippe K. Dick, et j'ai choisi de lire Ubik. Alors, j'ai opté pour celui-ci parce qu'il fait partie des livres que l'on présente toujours comme un chef-d'œuvre. Vous savez, ces livres qu'il faut avoir lus dans sa vie et que l'on présente aux autres comme une évidence. En plus, vous avez été très nombreux à me le citer en commentaire, donc à un moment, il faut y aller. Malgré tout ça, je ne savais pratiquement rien à propos de ce livre, j'y suis allée un peu comme les lecteurs de l'époque, à l'aveugle, et le résultat a été pour le moins inattendu. Nous sommes dans le futur, Joe Chip est testeur de Champsy pour la société de Runsitter qui se charge de protéger ses clients des attaques psychiques. Dans ce monde de surconsommation, il s'agit en effet d'espionner la concurrence. Un jour, cette société est sollicitée pour une mission sur la Lune. Runsitter s'y rend donc avec Joe Chip et l'équipe qu'il lui a demandé de constituer pour cette mission. Mais une fois sur place, la menace s'avère plus importante qu'il ne le pensait. Le récit commence comme de la pure science-fiction, on est dans les codes, tout va bien, les repères sont là. Et puis, rapidement, un ton s'impose, qui n'est pas vraiment sérieux, mais jamais complètement drôle non plus. Et je me suis retrouvée face à un texte cocasse, qui pourtant se voulait prenant. Alors j'étais complètement larguée, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que je suis en train de lire? Où le livre m'emmène-t-il? Que cherche-t-il à faire? C'est clair que c'était pas du tout ce que je m'attendais à ressentir au vu du nombre de recommandations. Je croyais lire quelque chose qui fasse consensus, qui soit un peu facile, et pas me retrouver face à un truc complètement étrange. Mais bon, vu que ça avait plu à pas mal de monde, je me disais, ça va se décanter et on va y voir plus clair. Non, la réponse est non. L'intrigue est volontairement partie dans quelque chose d'embrouillé, et manque de peau, s'il y a bien une chose que je déteste lire, c'est tout ce qui est flashback, hallucination, monde parallèle absurde, rêve, tout ça c'est l'horreur. À chaque fois je me dis mais pitié, libérez-moi. Et là il y a pas eu de libération, hein, c'est clair. Bref, j'ai douillé, mais comme je suis une lectrice intellectuellement honnête, la plupart du temps, je me suis questionnée. Je me suis demandé, est-ce qu'il y aura un retournement final qui me surprendra et créera du sens? Est-ce que, en fait, le livre représente l'absurdité de la condition humaine, et donc c'est normal que ce soit profondément bizarre? Ou est-ce que le plaisir vient du fait que c'est chelou, et qu'il faut s'en contenter, que c'est ça qui a plu aux gens? Alors je suis allée au bout dans la douleur et l'abnégation, et il n'y avait pas de grande révélation, pas d'extase finale, pas de sens. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai encore réfléchi, je me suis dit mais qu'est-ce qui fait que c'est un chef-d'œuvre de la science-fiction? Je vais donc à présent vous exposer mes hypothèses, et s'il vous plaît, dites-moi si vous avez aimé ce livre, pourquoi pourquoi, hein, voilà, pourquoi? Qu'est-ce qui a marché sur vous? Qu'est-ce qui a fait que c'est pour vous un livre aussi important? Est-ce que c'est cette ambiance singulière un peu barrée qui vous a particulièrement plu? Est-ce que c'est la présence de la technologie dans de nombreux aspects du quotidien? Et même là, je me dis quelque part que ça ne va pas, parce que soit c'est pour un public réceptif à l'humour et donc c'est quand même très ciblé,
soit c'est pour ça, et je déteste ce mot, modernité, mais personne ne lit ça pour ça. Moi, quand je lis Dickens, je me dis pas: «Oh, je vais le lire parce que, c'est quand même extraordinaire son usage du présent au XIXe siècle, c'est tellement moderne», enfin, personne ne fait ça. Donc ce qui me paraît, le plus fédérateur, ce sont les questions liées au doute sur, l'existence entre, vertige et hallucination. Ou alors c'est justement le fait que le livre ne soit pas clair, et donc laisse de la place au lecteur pour cogiter et faire ses propres hypothèses, et qu'il peut faire donc des parallèles avec la philosophie ou avec d'autres domaines, et y voir des choses aussi intelligentes qu'il le souhaite. Dans tous les cas, je suis complètement passée à côté. Si Philippe Cadic c'est ça, je pense que je vais juste passer mon chemin. Donc dites-moi en commentaire s'il y a peut-être d'autres œuvres qui sont différentes, et parce qu'il y en a quand même plein qui ont l'air bien, qui ont donné des films que j'ai aimés, qui ont influencé des livres que j'ai aimés, mais ça, ça c'était pas possible quoi. C'est le moment de vous parler de celui qui a l'air de faire l'unanimité, le chouchou de tous, Hyperion de Dan Simmons. Inspiré des contes de Canterbury, Hyperion raconte l'histoire de 7 pèlerins qui fuient leur monde à bord d'un vaisseau. En effet, la guerre est imminente, tout comme l'arrivée des Extros, de terribles envahisseurs. Les pèlerins se dirigent vers la planète Hégémonie, où vit le Gritch, une créature redoutable et sanguinaire. Chacun son tour, les personnages vont exposer les raisons qui les poussent à faire cet étrange et dangereux voyage. On dit que l'âge idéal pour lire de la science-fiction, c'est 15 ans, parce que on n'a pas encore assez vécu et assez lu pour être un peu rabat-joie, et donc on est particulièrement sensible à l'émerveillement que peut produire la science-fiction. Clairement, pour moi, ce roman est idéal pour cette tranche d'âge, pour ce moment de la vie. Il y a différentes caractéristiques qui font que ça peut avoir un impact important sur un jeune lecteur. On a une guerre interstellaire, un monstre sanguinaire, de la violence, des mystères, des scènes de sexe un peu sulfureuses. Chaque récit est construit avec une sorte de chute. Bref, tout est là pour faire vivre des choses au lecteur. Mais moi, tout ça, je vous avoue que ça m'a un peu rebutée. J'avais l'impression de lire un livre qui était fait pour faire vibrer les mecs en pleine puberté, quoi. En fait, il y a un talent manifeste, c'est clair que c'est vraiment bien, et en même temps, c'est noyé dans du lourd. Et moi, j'avais du mal à rester intéressée dans cette forme qui était franchement pas facile à digérer. Notamment les récits 2 et 3, quel calvaire! Le deuxième finit sur une chute, mais alors complètement débile, et le troisième était écrit vraiment pour se la jouer. Écoutez sa petite citation. Vous devez être en train de vous dire que je suis née avec une putain de cuillère en argent entre les miches. Alors là, c'est une citation, mais franchement, il y en avait plein d'autres. Et c'est difficile de lire des dizaines de pages écrites comme ça. Et je sais, c'est le problème classique de la traduction. En français, le niveau bas de langue passe extrêmement mal, alors qu'en anglais, c'est beaucoup moins un enjeu. C'est le grand problème des traducteurs de Shakespeare. Voilà, on connaît l'histoire, mais il n'empêche qu'il faut quand même les lire, ces pages. Et moi, j'avais pas envie de passer 50 pages avec le gros bof de service. Après, heureusement, tous les récits ne sont pas comme ça, et il y en a un que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est le quatrième, il me semble, qui est l'histoire qui est la plus vraie humainement parlant, et aussi celle où l'auteur se la pète le moins. On est entre pudeur et douleur, et non avec un auteur qui fait le cake. Parce que oui, l'auteur nous fait aussi sentir qu'il est très content de lui, qu'il est intelligent, qu'il parle politique, religion, littérature, qu'il est très cultivé, et qu'en plus il est malin parce qu'il place des références un peu partout. Mais dans cette histoire-là, c'est quand même l'une de celles où il gère le mieux un autre problème pour moi du livre, qui est que c'est long, c'est extrêmement long. On dirait que l'auteur veut tout dire, qu'il a un côté comme ça exhaustif quasi en temps réel, et c'est épuisant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un livre bavard. Je pense que tout le monde s'accordera là-dessus. Et franchement, moi, ça m'a donné envie de décrocher à plusieurs reprises, et pour être tout à fait transparente, si ça n'avait pas été pour vous en parler aujourd'hui, je pense que je ne l'aurais pas terminé. Mais il y avait quand même des moments de génie, et par exemple, ce problème de la lenteur était extrêmement bien amené dans la quatrième histoire, hein, ma préférée, vous l'aurez compris, parce que c'était en lien avec l'intrigue, et on sentait cette déchéance progressive et inexorable. Pour résumer, c'était une lecture où j'étais tiraillée, elle était ponctuée de moments de grâce et de longues pages de désespoir. J'étais prise entre le talent, la perspicacité de l'auteur et sa volonté incessante de faire le mec. Je comprends complètement que beaucoup de lecteurs y aient trouvé leur compte, que ça les ait marqués, notamment s'ils l'ont lu à l'adolescence, mais il y a aussi une partie de moi qui s'étonne que autant de personnes soient allées au bout de ce livre, qui est quand même
objectivement assez laborieux et qui fait 600 pages. Bon, comme vous l'avez constaté, on ne peut pas dire que j'ai été subjuguée par mes lectures. Je pense qu'il est temps de constater que les classiques américains de science-fiction ne sont pas ceux qui me plaisent le plus. Je continuerai bien évidemment d'en lire parce que c'est toujours intéressant à découvrir et puis de voir les différentes étapes qui ont aidé à constituer un genre. J'ai toujours Ursula Le Guin à explorer, entre autres. Et puis j'aimerais me tourner vers les Britanniques, notamment Ian Banks, Huxley et Christopher Priest. J'espère y trouver l'émerveillement que je recherche, parce que c'est si agréable de lire un livre de science-fiction et d'en ressortir vraiment emballé, d'avoir l'impression d'être parti ailleurs et d'avoir en même temps eu accès à des réflexions qu'on n'a pas sinon le reste du temps. C'est quand même une littérature qui permet d'appréhender le monde de manière différente et pourtant tellement juste. Bref, de belles aventures nous attendent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et je vous dis à la prochaine!